Et salut à tous et à toutes. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le mot loup-garou se traduit par homme-loup. Dans le folklore européen, c'est un animal mythologique. D'après certaines légendes, c'est un homme maudit qui se transforme en loup la nuit, durant laquelle il dévore les animaux, les gens ou même les cadavres. Les loups reprennent forme humaine le jour. D'après certaines légendes, la transformation peut se produire de plusieurs façons, soit par morsure, soit par lien de sang. On ne sait pas exactement quand et où la légende a pris naissance, mais le loup-garou a fait plusieurs apparitions dans plusieurs mythologies. Comme dans la mythologie grecque avec la légende de Lycaon. Lycaon, le roi d'Arcadia, reçut un jour la visite de Zeus, qui était venu mettre à l'épreuve Lycaon. Mais ce dernier avait compris le stratagème. Il a voulu tester le dieu en lui servant de la chair humaine. Zeus, enragé, en guise de punition, il condamne Lycaon en loup. Les loups-garous ont également fait leur apparition dans le folklore nordique. L'histoire raconte qu'un père et son fils, qui découvrent des peaux de loup, qui auraient la faculté de transformer les gens en loup pendant 10 jours. Le dieu père-fils ont revêtu les peaux, ils se sont transformés en loups et ils ont commis un massacre dans la forêt. Quand le carnage a pris fin, le père a attaqué son fils et lui a infligé une blessure mortelle. Le fils a survécu que grâce à l'aide d'un gentil corbeau qui a donné une feuille au pouvoir curatif au père. Dans l'ancienne Rome, on retrouve une première mention de loup-garou grâce à un écrit du poète Virgile. Il y parle d'un homme, Méris, qui pouvait se transformer en loup grâce à des herbes et du poison. L'histoire de la bête des Vosges prend naissance le 28 mars 1977. Cette nuit-là, à Domvert, sur Durboin, un éleveur découvre le cadavre de 7 de ses brebis. Rien d'alarmant, sûrement un animal à la recherche de viande. Mais cette attaque va être à l'origine de plusieurs autres. Les jours qui suivent, des faits similaires ont lieu dans les environs. Le 30 mars, 11 brebis et agneaux à Adigny-les-Verrières. Le 31 mars, une grande biche du côté de Romont. Et le massacre le plus conséquent est le 9 avril avec 26 brebis égorgées à Mauryville. À partir de ce jour, les gens commencent à s'interroger. Quel animal est si assoiffé de sang? Ces attaques instaurent un sentiment d'insécurité. Les éleveurs craignent pour la survie de leurs animaux. Les promeneurs évitent les promenades seuls. Un arrêt préfectoral interdit même aux enfants de rentrer seuls de l'école. La traque commence afin de se protéger des prochains agissements de la bête. Le préfet et la gendarmerie, aidés des gardes-chasse, mettent en place des stratégies afin de débusquer et abattre la bête, au vu des plusieurs attaques. On comprend qu'elle est dans la forêt de Rambervillers, car les agressions se poursuivent sur les communes de Gircoux sur Durbion, Réincourt jusqu'aux portes de Rambervillers. Des dizaines d'animaux sont massacrés à coups de crocs, parfois même en une seule nuit. La première stratégie qui semble la plus adaptée à la situation, qui sera utilisée à plusieurs reprises, est l'abattu. De nombreux chasseurs participent, et à chaque signalement de l'animal, tous tentent de l'encercler. Mais rien, la bête se montre plus maligne et trouve une faille dans le dispositif. Au mois de mai, elle réussit à surprendre ses assaillants. Elle change de territoire, direction le sud, vers la Val de la Vologne. De nouveaux troupeaux sont victimes de ces agissements. Elle reste dans le secteur, puis prend de l'altitude en allant dans les Hautes-Vosges, plus précisément dans l'immense forêt de Goutte Noire. Elle occupera ce territoire jusqu'à sa disparition quelques mois plus tard. Le 13 novembre, elle fait même festin en attaquant l'un des plus gros troupeaux de la région. 37 victimes et une centaine de moutons dont on retrouvera la trace progressivement les mois suivants. Face au ravage qu'on appelle aussi le fléau des Vosges, la mobilisation augmente. En plus des chasseurs et des gendarmes, on fait également appel à l'armée. Le préfet fait également venir un chien du nom de Edo, le meilleur chien pisteur de l'armée. Au total, une centaine de personnes contre un animal.
Et tout cela pour rien, car la bête arrive à s'échapper encore et toujours. Certains arrivent à l'apercevoir. On lui tire dessus à plusieurs reprises sans jamais l'atteindre. Seul un homme arrive à la prendre en photo, avec un appareil à pellicule. Ça sera d'ailleurs même le seul cliché pris de la bête. Sur la nature de la bête, toutes les hypothèses sont possibles. On sait qu'elle est intelligente, rapide et agile, mais également puissante. Au début, tout le monde pense à un loup. Mais un loup ne tuerait pas si ce n'est pour manger. On entend alors toutes sortes de théories. On suppose à un lynx, à un puma, à un chien ou encore à une hyène. Mais parmi elles, une théorie prend le dessus sur toutes les autres, pointant le coupable idéal. Il y a quelques années plus tôt, un industriel allemand s'est établi dans la région, tout près des premières attaques. On suppose qu'il se serait procuré 2 loups dressés. Les bêtes se seraient-elles enfuies et causé ce carnage? Rien ne le prouve. Et toutes les théories sont les bienvenues tant qu'elles peuvent donner une explication. Tous les mystères qui entourent la bête des Vosges restent un mystère, même malgré tous les moyens déployés durant des mois. La bête a fait une dernière attaque le 15 novembre 1977, avant de disparaître. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos théories sur les loups-garous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!